La Fiat 500 électrique à moins de 20 000 euros. Alors j'imagine que c'est la petite batterie. Sans trop de surprise, hein, on va pas se mentir. Une 500 électrique Red avec 190 km d'autonomie s'affiche à 30 400 euros. Une R5 Techno avec 310 km d'autonomie, c'est moins cher. Fiat réagit enfin. La marque met en place une gamme revue Exit la Red et une nouvelle finition de base pop qui fait descendre le prix de départ à 28 900 euros. Toutefois, l'équipement est moins généreux. Il n'y a plus l'écran tactile 10,25 pouces. Il faut se contenter d'un support pour smartphone là. La pop garde la clim ou les radars de recul. La Red est indirectement remplacée par une version icône qui reprend son prix, avec cette fois l'écran tactile ou la clim auto. Alors oui, ça reste onéreux. Clairement, on espérait une nette baisse des prix toutefois. Pour convaincre les clients, Fiat sort la grosse promo. Dans le configurateur en ligne, les prix sont réduits de 5 000 euros. Ah bah oui, du coup. La version de base est ainsi à 23 900 euros, ce qui fera davantage réfléchir car même, si elle est moins cher, le look est sympa. Et il y a le bonus de 4 242 euros également. Donc ça passe sous les 20 000 euros. Par contre, ça reste une autonomie dérisoire, hein. La grosse batterie commence à 32 400 euros en pop. Avec le promo et le bonus, on descend à 23 158 euros, avec 331 km d'autonomie. Là, c'est mieux déjà. Mais bon, la version pop, elle est quand même dépouillée de pas mal de trucs de base. Donc, bon, à voir, à réfléchir. Et puis, la Fiat 500 reste quand même une micro-citadine. Donc, pas très logeable. La bouille ne fait pas tout, quoi. À voir. C5 Aircross, voici les prix. En version électrique, évidemment. Attendu dans les concessions à la rentrée, la deuxième génération du C5 Aircross est disponible à la commande. Le véhicule est lancé avec une première offre électrique, 210 chevaux, batterie de 73 kWh,7, capanette. L'autonomie est annoncée à 520 km. Le modèle embarque un chargeur de série triphasé 11 kW. C'est la norme, hein, de toute façon, 11 kW maintenant, toutes les voitures ont ça, hein. La recharge en courant continu a une puissance maxi de 160 kW, la pompe à chaleur est en option à 800 euros. Une plus grosse batterie arrivera par la suite. L'équipement, vous l'avez là. Les tarifs, la version U, 40 290 euros, plus 43 290, et la Max 4, 46 290. Il obtient le bonus maximum pour chacune de ces versions. Et du coup, il fait la concurrence au Scénic, effectivement. Voilà, il parle du Scénic petite batterie, mais en vrai, peut-être que le Scénic grande batterie est quand même plus intéressant que celui-ci, qui a quand même 87 kWh. Alors ils disent qu'il y aura une plus grosse batterie à venir, mais pour l'instant elle n'est pas là cette batterie, donc voilà. Il faudra comparer par la suite les prix, quoi. Bon, en tout cas Citroën c'est toujours été moins cher que Peugeot, et je le trouve plutôt réussi ce véhicule, contrairement à ses homologues de chez Peugeot, le 5008 du coup. Allez, ciao. Alors l'hydrogène, Stellantis en a marre ou pas? Le groupe franco-italo-américain vient d'annoncer l'arrêt de son programme de développement de la technologie de pile à combustible. Eh ben, j'ai envie de dire, bonne décision. Longtemps convaincu du potentiel des technologies en lien avec l'hydrogène, Stellantis vient de mettre un coup d'arrêt à son programme dans le domaine. La décision concerne notamment la gamme utilitaire Pro One, dont la production en série devait débuter cet été sur les sites d'Ordin, dans le nord de la France, et de Gliwice en Pologne. Ces modèles équipés d'une pile à combustible hydrogène ne verront finalement pas le jour. Stellantis justifie ce revirement par la faible disponibilité des stations de ravitaillement, les coûts d'investissement encore trop élevés, un marché jugé trop étroit pour assurer une rentabilité à court terme. Pour Jean-Philippe Imparato, directeur des opérations pour Stellantis en Europe, ce retrait s'inscrit dans un recentrage stratégique pour le groupe. Nous devons faire des choix clairs, a-t-il déclaré, soulignant que la priorité est donnée à l'électrique et à l'hybride pour atteindre les objectifs européens de réduction des émissions de CO2. En réalité, les équipes des usines concernées ne seront pas directement touchées par cette réorientation. Le groupe précise que les effectifs seront maintenus. En parallèle, les activités de recherche sur l'hydrogène seront réaffectées à d'autres technologies. Cette décision met à mal la entreprise Symbio, formée par Stellantis, Michelin et Forvia. Ces deux derniers ont réagi à l'annonce de Stellantis avec inquiétude. Dans un communiqué, il rappelle que les commandes de Stellantis représentent à elles seules environ 80% du volume de production prévu de Symbio. Waouh, Symbio c'est mort. Fini, quoi. Finito, quoi. Ils indiquent que la décision de Stellantis aura des conséquences opérationnelles et financières irréversibles pour Symbio. Michelin et Forvia se disent particulièrement préoccupés par l'impact sur les 590 salariés de Symbio en France et les 50 salariés à l'étranger. Dans ce contexte, Michelin et Forvia sont en contact étroit avec les pouvoirs publics. C'est comme le chantage à l'emploi pour les voitures thermiques. Oui, certes, c'est dommage pour les gens en question qui perdent l'emploi, je ne dis pas le contraire. Mais l'hydrogène, ces gens-là pouvaient se dire, pouvaient réfléchir et se dire,
Ah, l'hydrogène, c'est brinque-ballant un petit peu quand même. Est-ce que mon emploi va être sur le long terme sûr et certain? Non, mais tu peux réfléchir, tu peux anticiper en fait. C'est ça le truc. Je suis sûr que parmi eux, certains devaient avoir des doutes quand même. Bon, bah, là, il n'y a plus de doute possible, c'est mort. L'hydrogène, je vous le dis, c'est mort et enterré en fait. Plus personne va s'intéresser à l'hydrogène, va développer des trucs hydrogène. Peut-être Toyota qui fait de la résistance encore, mais bon, ils se trompent totalement en fait. C'est pas eux qui auront le dernier mot cette fois. Bref, l'hydrogène, il y avait quelques espoirs il y a 4-5 ans encore, mais plus les années passent en fait, et plus on se dit que c'est mort-né en fait. C'est mort-né. C'est triste hein, pour l'hydrogène, mais bon. Encore une fois, ils n'ont pas réussi à améliorer l'efficience des voitures hydrogène. Pour faire rouler, il y avait quoi? Il y avait un... C'était combien? 60 kWh pour faire 100 km, je crois, ou 50 kWh, je sais plus exactement. Comparé à une voiture électrique pure à batterie, c'est 15 en fait. Tu vois la différence un peu? Il y a un problème, il y a un problème d'efficience, clairement. Ça reste un peu plus efficient qu'une thermique, mais bien moins efficient qu'une électrique pure en fait. C'est bien là le problème. Puis pour stocker l'hydrogène et tout, puis ça coûte cher. Le kilo d'hydrogène a augmenté, c'est 15-16 euros maintenant, enfin c'est n'importe quoi, voire même 20 balles sur cette station, enfin c'est un délire. Donc je sais pas ce que vous en pensez l'hydrogène, moi je dis que c'est mort. De toute façon c'est fini. Même pour les poids lourds, il n'y a plus rien qui... Non, c'est fini. Les poids lourds, maintenant tu as des poids lourds à batterie. Euh, Il n'y a plus aucun argument pour l'hydrogène en fait. Vraiment finito quoi. Allez, ciao. Alors, un avion électrique fait parler de lui. La start-up E-News s'associe à Deuken Group, expert des matériaux composites, pour développer un avion régional 100% électrique. L'objectif de cette union est de proposer une solution de mobilité aérienne électrique décarbonée, accessible et adaptée aux besoins des territoires. L'avion d'E-News, je sais pas comment on dit, Inui, je sais pas. Vu que c'est de E, ça se prononce I, donc Inui, je dirais. Dont le premier vol est prévu pour 2029, entend répondre à des enjeux concrets. Désenclavement des régions, réduction des émissions et limitation des investissements publics en infrastructure. C'est capable d'opérer sur des pistes courtes et sommaires, pardon, et vise à relier efficacement les zones isolées sans créer de nouvelles plateformes aéroportuaires. Je serais curieux de savoir l'autonomie de ce truc. L'un des éléments clés du projet repose sur une innovation structurelle, le fuselage porteur. Cette architecture plus complexe à concevoir qu'un fuselage tubulaire classique permet d'optimiser l'aérodynamique et l'efficacité énergétique. Deuken Group, spécialiste des matériaux composites et partenaire de grands programmes aéronautiques comme l'Airbus A350, apporte son expertise à la conception de cette structure. Alors, il pourrait y avoir jusqu'à 19 passagers, voilà, on a les infos. Et 500 km d'autonomie et un fonctionnement silencieux et zéro émission en vol. Selon les ambitieux partenaires, l'appareil consommerait environ 11 fois moins d'énergie qu'un avion équivalent à propulsion thermique. Alors, quelle est la consommation d'un avion thermique? C'est ça la question qu'on peut se poser, quoi. Je vais essayer de voir sur Google, tiens. Un avion subsonique consomme environ 6 tonnes de kérosène par heure. Donc ça fait, on va dire, 7000 litres, quoi. Grosso modo. Sachant qu'en une heure, ils font 900 bornes à peu près. Ça dépend de la vitesse, évidemment. Vas-y, on va calculer vite fait. Déjà, on va essayer de calculer ça précisément. Ça fait 7,5, ok. Donc 7500 divisé par 900, par 9 plutôt, égale, alors aux 100 km, 833 litres. Ok. Donc là, ils disent 11 fois moins. Donc ça ferait l'équivalent de 80 litres au 100. Mais alors, la taille de la batterie va devoir être énorme quand même. Je serais curieux de savoir la batterie exacte parce que c'est un peu vague pour l'instant là. Mais il faudra compter sur des batteries de 800 kWh, voire 1000, hein, à mon avis. Hein. Voire plus. Mais alors là, on part sur des batteries immenses, quoi. Bon, à voir. Le premier vol est prévu en 2029, donc on aura sûrement des infos plus précises, genre en 2027. Ouais, ciao.